Bienvenue sur Matrimoine Féministe, le podcast qui traite des sujets de société avec un œil féministe. Je suis Estelle Cozy, sa fondatrice, et je suis ravie de vous accueillir dans cet espace. Vous n'avez d'ailleurs pas besoin de prendre de notes, puisque la retranscription complète de l'épisode se trouve sur mon site internet www.matrimoine-féministe.com. En attendant, je vous laisse rejoindre ma conversation avec mon invité du jour. Bonne écoute! Bonjour, bonsoir aux personnes qui nous écoutent. Je suis en compagnie de Claire Aurore Emma Lamberti, avec qui nous allons parler de la transidentité féminine. Du coup, Claire, je te laisse te présenter de la manière dont tu le souhaites. Ok, bonjour à tous toutes, très heureuse d'être là pour ce podcast. Comment me définir? Je suis une femme, je suis une artiste, je suis une chanteuse, je suis une autrice, une compositrice, queer, trans, papa de 2 filles, militante pour les droits LGBTI+ et féministe. Voilà, ça fait déjà pas mal de choses. En effet, très très belle présentation. Ce que j'aime bien faire, on va dire, au début de chaque épisode de podcast Matrimoine Féministe, c'est donner les termes clés du sujet pour que les personnes qui nous écoutent puissent repartir avec le même niveau de connaissance. Donc, est-ce que tu pourrais nous définir du coup qu'est-ce que tout ce qui est autour de la transidentité, la non-binarité et l'intersection ou sexuation, je sais pas comment ça se prononce. Intersexuation, ça marche bien. Allez, c'est parti. Je vais essayer de faire synthétique quand même. Donc la transidentité, moi aussi je bégaye, tu vois. C'est le fait de pas se sentir bien ou en accord avec le genre qui a été attribué à la naissance. On peut aussi dire qu'on peut avoir un ressenti qui est binaire ou un ressenti qui est non binaire par rapport au genre. Et dans ce cas, c'est l'expression du rejet d'une catégorisation binaire du genre, de la séparation et de l'incompatibilité entre le masculin et le féminin, et d'une frontière théorique et inéluctable entre les deux genres. Voilà. Donc ça, c'est pour la partie transidentité. Donc ouais, tu fais très synthétique. Et puis l'intersexuation, là, on touche à un autre registre. C'est une dimension qui est plus physiologique. Et donc, ce sont des personnes qui naissent avec un corps qui rentre pas dans la définition binaire des sexes. On parle habituellement de variation des caractéristiques sexuelles, qu'elles soient anatomiques et ou gonadiques. Gonadique, je prononce mal, et ou chromosomique. Voilà. J'ai l'impression d'être avec une scientifique. Écoute, merci. Et attends, et il me manque la non-binarité. La non-binarité, j'en ai parlé en fait dans la transidentité. C'est ensemble. C'était effectivement ce que j'ai dit par rapport aux personnes qui sont pas dans le ressenti binaire des genres, voilà. Et donc le côté non binaire, c'est ce que j'ai expliqué, c'est-à-dire le rejet de la catégorisation binaire de genre et cette séparation que l'on fait et de l'incompatibilité qu'on met aussi entre ce masculin et ce féminin. Et c'est pour ça que je parlais d'une frontière qui est complètement théorique et qui paraît inéluctable entre les deux et qui finalement n'est qu'une construction de la société. Ok, oui, du coup, ça va ensemble, transidentité et non-binarité. Ok, oui, je Oui, comprends mieux. alors après il y a polémique, il y a des personnes un ensemble de personnes qui mettent tout sous le même chapeau de transidentité, et puis d'autres qui divisent les deux. Il n'y a pas de religion entre guillemets particulière. C'est deux façons de voir le genre, le côté binaire, masculin, féminin, et puis le côté variation. Comme j'ai parlé de variation sur la partie intersexuation, on peut considérer aussi que finalement on peut concevoir le genre comme une variation entre les stéréotypes très poussés du masculin et du féminin. Il y a tout un univers entre, et aussi une capacité à s'approprier finalement tous ces codes, tous ces stéréotypes, et à jouer avec, que ce soit en même temps ou que ce soit de manière séparée. Moi, je connais des personnes qui naviguent selon l'humeur du moment entre le masculin et le féminin, mais de manière quasi étanche. Voilà. Donc, on parle de fluidité de genre, par exemple, dans ce contexte-là. Et puis d'autres personnes sur le non-binaire qui vont réduire au maximum tout ce qui est trop stéréotypé et se retrouver dans ce qu'on appelait avant l'androgynie. Donc, je gomme globalement tout ce qui est trop masculin ou trop féminin pour me retrouver dans une partie un peu médiane entre le genre masculin et le genre féminin. Donc voilà, les deux sont possibles, soit effectivement de les mettre sous le même chapeau transidentité,
binaire et non binaire, ou bien séparer transidentité binaire, si on peut dire ça comme ça, et puis les non binaires à côté. OK, très clair, j'ai tout compris, merci des explications. Parfait. Et et du coup, pour continuer, ce que j'aime bien aussi, expliquer, 2 termes qui peuvent aussi porter à confusion, c'est quoi, du coup, la différence entre genre et sexe? Parce que c'est des choses un peu compliquées pour les personnes qui sont pas forcément Ah, sensibilisées. comme je disais tout à l'heure, le sexe c'est vraiment physiologique et par extension, il y a l'aspect aussi chromosomique, hormonal, gonadique, voilà. Donc c'est d'autres facteurs aussi. Il y a ce qu'on voit visuellement habillé, j'entends, visuellement non habillé, qui est encore autre chose, et donc des caractères euh, secondaires que l'on ne verra pas du tout, même déshabillés, qui sont vraiment à l'intérieur du corps ou dans le sang, hein, comme les hormones, ça circule dans le sang. Voilà, donc ça c'est vraiment le côté sexe, et le genre, c'est dans le cerveau que ça se passe, c'est d'ailleurs son ressenti, euh, et c'est donc un autre registre, puisqu'on parle du ressenti, et c'est comment nous on se perçoit, et comment on l'exprime aux autres aussi, parce que effectivement, on peut avoir un ressenti de genre et ne pas l'exprimer, le garder pour soi. Mais on l'exprime aussi dans un certain nombre de cas, et là, ça devient visible des autres. Ça sort de la tête pour être visible des autres. Pour beaucoup de personnes trans, il y a quand même une phase où on parle beaucoup de coming in. Enfin, on parle beaucoup, pas assez à mon avis, parce que c'est une phase qui est très importante. On parle beaucoup plus du coming out, mais le coming in, c'est vraiment la phase où on prend conscience de qui on est, et dans cette phase-là, on n'exprime pas forcément qui on est. Et donc, vu des autres, y a rien ne sort, rien n'est visible. Donc c'est pour ça que je fais bien une différence entre ce que je ressens dans la tête, ce que j'exprime aux autres, et ce qu'il y a derrière l'aspect expression de genre. Voilà. C'est-à-dire qu'on peut se ressentir, par exemple, femme dans sa tête et exprimer un genre masculin pour plein de raisons, y compris le fait qu'on n'est pas apte à assumer cette expression de genre féminine, par exemple. OK, très clair et du coup, ça m'amène dans mes questions. C'est, parce que de ce que j'entends bien, c'est, dans ce que tu nous dis, c'est assumer, son identité et du coup, comment toi, tu as réussi à assumer ton identité et comment savoir si on est aussi une personne trans? Peut-être je me dis, il y a des personnes qui nous écoutent, elles savent pas trop, se définir, parce que c'est pas forcément évident de se définir. Oui, je vais peut-être compléter ce que j'ai dit encore sur la différence entre genre et sexe avant de passer à mon vécu personnel. Parce qu'effectivement, derrière le genre, ce qu'on voit pas aussi sur l'expression de genre, c'est quand même qu'on a à disposition, si on peut dire ça comme ça, c'est peut-être plus vécu comme une contrainte dans certains cas, un ensemble d'obligations liées au genre masculin ou féminin, ce qui sont des obligations de type comportemental, donc relationnel, comment on relationne avec les autres, euh, gestuelle, qui fait un peu partie du relationnel, mais voilà, vocale. On ne s'exprime pas de la même manière au masculin et au féminin. Côté féminin, on a une voix beaucoup plus chantante, et côté masculin, beaucoup plus monotone, monocorde. Par exemple, sur la garde-robe, ça paraît évident pour tout le monde. Sur le maquillage, voilà, on se maquille pas forcément pareil, même si on se maquille côté masculin parfois un peu, ça commence à arriver. Les coiffures, ça aussi, ça paraît assez évident, hein. On a des stéréotypes aussi sur les coiffures masculins, féminins, et même des métiers. Des métiers qui sont, entre guillemets, plus attribués au genre masculin et d'autres plus attribués au genre féminin. Et ce que je voulais aussi ajouter par rapport à ça, c'est qu'on a une société patriarcale, hein, voilà, c'est pas une surprise, qui a construit d'un côté un genre qui est donc le genre masculin, qui domine la société, qui détient le pouvoir, et puis de l'autre côté, le genre féminin qui, lui, est dominé, qui a moins de prérogatives, qui a moins d'importance dans les choix d'organisation et de décision pour la vie sociale hein, et professionnelle. Euh, mais à contrario, le genre féminin, il a tout un ensemble d'obligations, comme s'occuper des autres, gratuitement, bien sûr, hein, c'est ce qu'on met autour du care, voilà, et de rester effacé devant la toute-puissance des hommes. Donc voilà, c'est encore quelques éléments par rapport à la différence entre genre et sexe, et qu'est-ce qu'on met derrière les genres. Euh, et donc, la question que tu posais derrière, c'était par rapport à mon vécu personnel, comment je me suis aperçu que j'étais une personne trans, hein, c'était Mmh, ça ta oui, question? c'est ça. Ouais. Ça a été
par étapes et long, puisque moi, les premiers souvenirs de perception que j'avais un souci par rapport à ce qu'on me disait, qui était tuer un garçon, c'est au primaire, à l'école primaire, où je me suis retrouvé vraiment socialisé avec un certain nombre de garçons et de filles, et que en classe, mais surtout dans la cour, je voyais le comportement des garçons et des filles, et je disais, là, les garçons, je devrais me comporter comme ça, mais non, ça me correspond pas. Et je voyais les filles, et je disais, mais en fait, moi, je suis plutôt proche de ce groupe-là. Donc, c'est finalement très tôt, et c'est vraiment lié à la socialisation, et on s'aperçoit vraiment de ce qu'on demande en termes de comportement aux garçons et aux filles, et on s'aperçoit de la vitesse à laquelle les enfants s'adaptent à ce qu'on leur demande. Et pour moi, ça matchait pas, clairement, ça matchait pas. Et ça a ensuite évolué à l'adolescence, avec plein de difficultés qui sont apparues. Bah, tout d'abord, la puberté, maudite puberté, avec la voix qui mue, les poils qui poussent, les muscles qui se développent, l'ossature aussi, mine de rien, qui devient beaucoup plus impressionnante. Euh, et ça, je l'ai très mal vécu. Vraiment très mal vécu. Ça a été un gros choc. Et là, je me suis encore plus dit, je suis pas un garçon. Ça va pas du tout. Tout ce qui se passe là, ça va pas du tout. Et d'un autre côté, j'ai été extrêmement perturbé parce que c'est aussi le moment où on commence à développer des attirances romantiques ou sexuelles. Et où là, je comprenais rien parce que dans cette époque des fins des années 70 et début 80, euh, l'hétérosexualité régnait en maître. Et il se trouve que j'étais plutôt attiré par les filles. Et que donc je disais, mais du coup, si t'es attiré par les filles, t'es un garçon, vu que tout ce qui était montré à l'époque était d'hétérosexualité. Donc ça me paraissait contradictoire avec mon ressenti de genre. Et du coup, je comprenais vraiment plus rien à ce qui se passait. J'étais perdu, vraiment perdu. Ce qui d'ailleurs m'a fait passer à deux doigts de réussir une tentative de suicide à cette époque-là. Donc ça a été une période clé pour moi en termes de danger sur ma vie. Oui. Voilà. Donc là, on commence à se trouver dans une situation où ça devient difficile à gérer dans son quotidien, et où moi j'ai pris l'option de dire stop tes délires, t'es un garçon, vis en garçon. Et à cette époque-là, quand même, je précise que dès qu'il y avait personne à la maison, j'allais direct dans la chambre de mes parents et j'allais piquer toute la garde-robe de ma mère, parce que j'avais pas de sœur. Voilà, toute la garde-robe de ma mère, et, euh, et je passais des moments sublimes à me sentir bien dans cet univers féminin, tout en ayant après la sensation d'avoir une culpabilité de faire ça et d'être pas normal. Euh, donc c'était à la fois un mélange de très grand plaisir de me retrouver dans un univers féminin de vêtements qui me convenait, et de l'autre, t'es vraiment taré. Voilà, vraiment ce sentiment-là, mais t'es vraiment taré. Donc c'était aussi un autre moment compliqué. Donc après, je décide d'essayer de vivre comme un garçon, que j'ai en plus rencontré en maths sup, une femme qui est devenue la maman de mes filles, dont voilà, j'étais amoureuse, enfin amoureux à l'époque. Euh, et on a vécu très longtemps ensemble, puisqu'on s'est séparés en 2013, juste avant ma transition, euh, et où j'ai vraiment essayé de faire comme tout le monde, voilà, d'avoir la maison, les enfants, la voiture, pas le chien parce que nous on avait des chats, mais oui, de construire finalement la société idéale, enfin la société idéale, l'insertion dans la société telle qu'on nous a dit qu'il fallait la faire, progression dans le métier, enfin voilà, des promos. Voilà. Donc j'ai tout fait comme on m'a dit qu'il fallait faire, et je me sentais toujours pas heureuse. Toujours pas. J'avais des phases où je recommençais à acheter des vêtements féminins ou à piquer ceux de la maman de mes filles, avec toujours ce sentiment de culpabilité, et puis ça revenait en boucle et ça revenait en boucle.
voilà, je me souviens après la naissance de ma deuxième fille, j'ai eu une grosse période comme ça très compliquée, très très compliquée, où la seule façon d'arriver à dormir le soir, c'était d'attendre que tout le monde soit endormi et puis moi d'aller prendre les vêtements et aller me mettre dans la chambre d'amis et m'habiller au féminin et enfin être soulagé. Voilà. Et voilà. Donc c'était quand même de longues années très difficiles à vivre où le combat était violent entre les injonctions d'être un garçon et ce que je ressentais au fond de moi. Mmh. Bah, merci pour ton témoignage. C'est vrai que de ce que j'entends, c'est qu'il y avait une vraie dualité interne en toi, entre qui tu étais vraiment, qui tu devais être et ce que la société voulait que tu sois. Donc c'est vrai que c'est pas évident de jongler avec tout ça pour trouver sa place. Et je pense que c'est un sujet pour tout le monde. Trouver sa place, c'est un sujet très difficile. Mais du coup, je suis super contente pour toi que tu aies réussi enfin à trouver cette place et assumer qui tu es vraiment, parce que c'est pas forcément évident, surtout avec le regard des autres. Mais d'ailleurs, comment ça s'est passé pour tes proches, ta transition, et même, bah, ton entourage en tant que tel? Est-ce que ça a été quelque chose de facile ou difficile? Euh, c'est un mélange encore une fois. Il n'y a rien de complètement dual là-dedans. C'est au contraire c'est dual, pardon. C'est-à-dire que quand j'ai fait mon coming out à la maman de mes filles, du coup, bah, c'était un peu compliqué, même si on était déjà en cours de séparation. Mais malgré tout, elle m'a réaffirmé qu'elle était hétéro, pure hétéro, et que pour elle, de toute manière, ça aurait été impossible d'être en couple avec une femme. Donc voilà. Et au-delà de ça, pour elle, c'était aussi compliqué. Elle considérait que j'avais menti dès le départ, puisque quand je lui expliquais que voilà, que très tôt, j'avais eu des signes comme quoi je ne me sentais pas garçon, je lui avais jamais parlé ouvertement de ça. Euh, et donc, elle s'est sentie un peu trahie. Euh, Vu que quand même ça a duré jusqu'en 2013 alors qu'on s'est rencontrés en 84. C'est long et donc je peux comprendre que pour elle c'est en fait j'ai bâti un couple sur une idée erronée et sur des bases erronées donc je me sens trahi et j'ai l'impression d'avoir gâché ma vie avec toi quelque part euh, puisque j'arrive à l'aube de mes 50 ans et comment je vais faire pour reconstruire une vie après ça. Voilà, donc je peux comprendre, c'est pas simple pour les couples en général. C'était vraiment une période difficile. Très peu de couples résistent à ça. En l'occurrence, moi le mien avait explosé avant parce que de toute façon ça devenait tellement compliqué pour moi que que j'étais devenu une personne difficile à vivre, on va dire ça comme ça, renfermée sur elle-même. Même mes filles me le disaient. Euh, et donc ça a fait éclater mon couple, ça m'a posé des problèmes au travail aussi, avec un recadrage par ma responsable, parce que je devenais agressive avec d'autres personnes au travail. Donc après, pour terminer sur les autres proches, ben mes filles, ça s'est plutôt bien passé, même si c'était un coming out forcé, puisqu'il y a ma fille cadette qui est tombée sur une perruque qui séchait dans la douche. Et puis une boîte de chaussures en 42, 43, je ne sais plus, enfin voilà, qui était pas du tout la pointure de leur maman. Donc, on dit acte manqué des fois, je pense que c'est peut-être pas faux. Et donc j'aurais fait un coming out en leur expliquant bah, tout depuis le début et la réaction était plutôt positive dans le sens où elles m'ont dit bah, vous nous avez élevés dans le respect des différences et tu nous expliques que bah, tu es différente. Euh, ok, bah, ça marche, on en prend acte. Elles m'ont même proposé de m'accompagner pour faire du shopping entre filles. Bon, au-delà de la proposition, après la capacité à le mettre en œuvre, ça a été un peu plus long. Parce que ce qui est compliqué à vivre, c'est finalement le regard et les paroles des autres. Et, euh, et pour des jeunes entre guillemets, parce que voilà, ma fille aînée commençait à être une jeune adulte, toute jeune adulte, mais quand même, alors que ma fille cadette était en pleine adolescence, donc c'est encore plus compliqué avec son entourage. Donc voilà, il aura fallu
un certain nombre de mois avant d'effectivement pouvoir traduire dans la réalité leurs propositions, mais globalement, plutôt une belle réaction. J'avais très peur aussi du coming out avec mes parents. Et ça a été plutôt bien pour moi parce que ils ont pas mal réagi. Ils ont eu par contre une réaction qu'ont beaucoup de proches, qui a été de dire: «Mon Dieu, tu vas perdre ton emploi, tu vas perdre tes amis, tu vas perdre ta maison, tu vas te retrouver à la rue et en gros, tu vas finir travailleuse du sexe». Voilà, et mourir dans la pauvreté et sans personne autour de toi. Donc le tableau hyper hyper dramatique. Donc là, je les ai rassurés en disant: «Vous inquiétez pas, j'ai négocié avec mon employeur, tout est OK, la transition va pouvoir se faire normalement, accompagnée et ça va bien se passer. Je vais pas perdre mon travail, je vais pas perdre ma maison». Voilà. Et après, ce qui a joué en ma faveur aussi, c'est que depuis 1 an avant ce coming out, j'étais en train de préparer mon, le fait de m'assumer, tout simplement. Et donc, forcément, j'étais encore dans cette phase de coming in vue de l'extérieur, et donc je ne parlais plus beaucoup de moi, clairement. J'en étais sur la météo et des trucs d'une banalité à mourir quand je parlais, quand je parlais. Et quand j'ai dit déjà à mes filles aussi, puis à mes parents que j'avais quelque chose à leur dire et qu'il fallait qu'ils s'assoient. Tout le monde a eu peur que finalement j'avais un cancer et qu'il me restait que quelques mois à vivre. Et du coup, il y a eu un effet. Ah, c'est pas ça. Ouf. Non, non, que ça a joué en ma faveur clairement, puisque ça a dédramatisé aussi en quelque sorte un petit peu l'annonce. Euh, Ça, autant mes filles que mes parents me l'ont dit ensuite en disant: Pff, on a eu vraiment très peur. Euh, et donc, voilà, ça crée un rapport de, de difficultés proches qui n'était pas la même. Voilà, après, bah, mes parents ont eu les mêmes soucis aussi de gérer le regard et les paroles des autres, hein. Ça a été très compliqué pour eux au début de sortir avec moi dehors. Enfin, voilà. De gérer aussi des relations avec les voisins, les voisines, puisqu'il y avait toujours eu que des fils, et puis tout d'un coup, poum, une fille spontanée là qui arrive. Donc c'est pas facile à expliquer. Donc ça fait partie justement des choses qu'il faut faire en accompagnement après, c'est dire: oh là là, mais il n'y a pas que toi qui est concerné par une transition, faut que tu gères tes proches. Voilà. Et puis après, bah, malheureusement, sur toute la branche de mon petit frère, euh, bah, on ne se parle plus. Voilà. Mon frère, sa femme et sa fille et son fils. Voilà, ils ont décidé de couper les ponts parce que j'étais soi-disant un danger pour elle, professionnel et personnel. Voilà. Donc tout n'est pas rose non plus, mais après tout, ça le et ça les regarde. Moi, j'ai arrêté de considérer que c'était mon problème, c'est le leur. Puis après, avec les amis et puis les personnes qui habitent autour de moi, bah, j'ai eu plutôt des bonnes surprises, hein, globalement. Donc, je pense que j'ai eu beaucoup de chance de ce côté-là. Pas franchement beaucoup de rejets. Il y en a, mais c'est plutôt bien passé. Puis j'ai essayé de préparer les choses le mieux possible. Donc, ça aide aussi. Pas être trop frontal et pas trop dans le bah voilà, c'est moi, coucou. Ce qui effectivement peut surprendre les personnes. Et donc amener à des réactions. Voilà, je sais pas si tu as d'autres questions par rapport à cet aspect-là de l'environnement. Enfin, je, je peux donner d'autres éléments professionnels. C'est vrai que j'ai eu 3 réactions négatives d'une femme et de deux hommes, et il y en a 2 qui se sont résolues et une qui n'est toujours pas résolue. Donc bon, c'est parfois compliqué de comprendre pourquoi il y a des personnes qui réagissent mal. On n'a pas non plus toutes les explications, et si les personnes ne veulent pas discuter, ben c'est quasiment insolvable. Donc voilà, c'est le cas avec la femme pour qui c'est toujours
toujours une situation bloquée. Mmh. Oui, bah, du coup, de ce que j'entends, c'est vrai que c'est un parcours, semé d'embûches. Déjà, toi, ton parcours personnel pour devenir, qui tu es vraiment. Parce que, comme tu le disais, c'était un mal-être profond et du coup, tu étais pas vraiment toi-même parce que tu étais tellement mal que tu pouvais pas compenser autrement. Enfin, c'était ta manière de te protéger, on va dire, dans une certaine mesure et du coup, ça devait être vraiment très, très difficile à vivre et du coup, je suis contente que maintenant tu puisses être, qui tu es, même si voilà, malheureusement, tu es confrontée encore aussi à du rejet, à de l'abandon. Parce que je pense aussi le problème avec le regard des autres, c'est que, bah, en fait, la transidentité, j'ai l'impression que c'est toujours un sujet que les gens ne regardent pas vraiment en face, comme si ça existait pas, en fait. Vers les gens en général, ils se rassurent, on va dire entre eux en disant: «Non mais, c'est bon, c'est un effet de mode, ça va passer». Alors que finalement, si on regarde dans l'histoire, bon je suis pas très, experte du sujet, donc si tu veux bien évidemment en apporter un mot, n'hésite pas, sur, bah, du coup l'histoire de la transidentité, que ça a toujours existé et je me dis que c'est peut-être ça aussi qui manque, car je me dis que si les gens ils étaient plus au courant que ça existait depuis toujours et qu'ils entendaient des témoignages de personnes différentes d'eux, et ben peut-être que ça irait un peu mieux. Enfin, il y aurait peut-être plus de compréhension, de bienveillance et d'empathie. Et ça, malheureusement, c'est quelque chose qui manque dans beaucoup de sujets parce que beaucoup de gens sont enfermés dans leur vie, dans leur case, et en fait, ils sont biaisés. Ils voient leur vie qu'à travers leur prisme de valeurs, de de ce qu'ils ont vécu, etc. Et du coup, ils peuvent pas faire un pas de côté parce que c'est trop difficile pour eux, parce que bah, ils peuvent pas, ils arrivent pas à comprendre parce qu'ils vont pas avoir cette curiosité de comprendre ce qui est différent de soi-même. Et c'est aussi ça qui enclenche tout ce qui peut avoir comme horreur des guerres et coups dans le monde. C'est vraiment un manque d'empathie. Même, on est des êtres humains en fait, et c'est juste ne pas considérer l'autre comme un être humain. Et moi, je trouve ça me rend folle des fois d'entendre tout ça. Bah, c'est ça et c'est vrai que cette histoire de mode, bah, c'est clairement, quelque chose qui est orchestré, hein. C'est pour faire peur aux parents et puis un peu à tout le monde, hein, à vrai dire, hein. C'est pas qu'aux parents, mais bon, c'est vrai ils s'attaquent souvent quand même au sujet de la transidentité chez les jeunes. Hem, donc clairement, il y a un objectif, oui, de faire peur aux parents. Mais, ouais, ils en parlent comme si c'était un virus qui pouvait transformer toute personne en personne trans. Enfin, voilà, c'est vraiment des termes assez horribles et puis complètement délirants, hein, carrément, quoi. Et ce qu'on peut quand même dire, c'est que on trouve des traces de personnes trans en Mésopotamie et en Rome antique, par exemple, hein. Et puis que, ben, plus récemment, sur des périodes comme au XVe siècle, par exemple, hein, on a des cas de personnes trans qui sont documentés dans plusieurs pays, et pas forcément là où on le croit, hein. Par exemple, en Angola, au Panama, en Asie, en Inde avec les Hijras, dans les îles Pacifiques avec les Rae et les Mahus. Et puis en France, on a un exemple qu'on connaît tous, hein, c'est le chevalier Déon, sous Louis XV, par exemple, qui est vraiment un personnage emblématique et dont on parle dans certains livres d'histoire quand même, hein. Tout n'est pas effacé par rapport au sujet de la transidentité, heureusement. Euh, donc oui, c'est pas nouveau, c'est pas une mode. Simplement, on en parle plus et heureusement, puisqu'effectivement, il faut pas cacher qu'il y a quand même un pourcentage de la population qui se ressent trans, que ce pourcentage de la population va pas forcément faire un coming out, va pas forcément adopter l'expression de genre binaire ou non binaire qui lui correspond, mais oui, considérer que c'est une frange de la population, que ce sont des citoyennes et des citoyennes comme les autres, ça commence à rentrer un petit peu dans l'esprit de certaines parties de la population, et par ailleurs, ça provoque un rejet de l'autre partie de la population. Donc, pour moi, je pense que l'important, c'est déjà de sensibiliser toutes les personnes qui n'ont pas d'opinion de base là-dessus et qui, finalement, quand on leur parle naturellement de la transidentité, ils comprennent et ils disent: «Ah, ok, bon, c'est pas moi, mais je comprends que ça existe». Voilà. Parce qu'effectivement, 99% des personnes ne sont pas trans. Donc, euh, invisibiliser 1% de la population globalement, hein, c'est facile à faire. Et puis comme ça, on ne parle plus du problème, on met sous le tapis. Terminé. Enfin, problème. Ce n'est pas un problème la transidentité, hein, c'est juste effectivement un ressenti. Le problème, il est quand les autres, effectivement, tentent de nous effacer ou de nous rendre la vie impossible. Mmh, mmh, mmh.
Oui, c'est vrai que l'invisibilisation, après, ça concerne vraiment, tellement de enfin, on va dire, c'est, les personnes invisibilisées, c'est, les personnes qui sont pas «dominantes», enfin, entre guillemets, parce que les femmes, par exemple, elles ont été invisibilisées dans l'histoire de l'humanité et pourtant, c'est quasiment 50-50, mais en comme tu le disais au début d'épisode, en termes de représentation, de croyances qu'on peut avoir et ben, il y a toujours un qui est «mieux que l'autre» entre guillemets et ça, c'est vrai que faire des hiérarchies sur tous les sujets, c'est un putain de non-sens en vrai, alors que si la personne, elle est heureuse comme elle est, et ben pourquoi tu dis pas génial? Si on pouvait prendre les personnes pour ce qu'elles sont, voilà, sans chercher à projeter quoi que ce soit au niveau personnel sur ces personnes-là, mais qu'est-ce qu'on se sentirait bien, voilà. Donc oui, de toute façon, il y a un avantage et un inconvénient à faire des cases. L'inconvénient, c'est quand tu mets certaines des cases en exergue en disant ça, c'est la bonne case, les autres sont au service de celle-là. Voilà. Mais si par contre tu as toutes les cases et que chacun dans son individualité peut dire bah tiens sur tel aspect moi je suis dans tel cas, sur tel aspect je suis dans celle-ci, sur tel autre aspect je suis dans celle-là, parce qu'effectivement on est multiple en termes de personnalité. Je me définis pas uniquement comme une personne trans, loin de là. Et heureusement, je suis pas défini que par ça. Toute personne est définie par tout un ensemble de caractéristiques. Euh, et l'essentiel, c'est effectivement de pouvoir se reconnaître sur chacune de ces caractéristiques et de pouvoir traduire son ressenti avec des mots, puisque de toute façon on s'exprime avec des mots et puis aussi avec des vêtements et autre chose, enfin, plein de choses, mais quand même principalement avec la langue, avec les mots. Euh, quand je dis principalement, c'est une erreur parce que le non-verbal compte beaucoup. Mais bon, je corrige. Entre autres avec les mots. Mais en tout cas, on est peut-être plus précis avec les mots qu'on ne l'est en non-verbal. Donc c'est quand même important d'avoir des mots pour définir qui on est sous tous les aspects de qui on est. Voilà. C'est un peu long comme comme phrase. Non, non, aucun souci, mais d'ailleurs, pendant que tu parlais, ça m'a fait penser à, tout ce qui est la question de l'amour de soi, parce que je me dis que c'est tellement important. Toi, comment tu as fait, du coup, pour développer, ton amour de soi? Et même comment tu fais encore aujourd'hui pour, l'entretenir? Parce que c'est pas du tout évident, déjà, quand, de base, mais encore plus, j'imagine, quand on est une personne trans avec, tout ce qu'il y a, tout ce qui gravite autour, tout le regard des autres, tout le regard de la société et les injonctions comme tu en parlais. Donc, ouais, toi, comment tu fais? Comment je fais? Bah déjà, je m'appréhende avec humilité, je pense. J'essaye pas de projeter des choses. J'essaye d'être honnête avec moi-même. Et ça, je trouve que c'est quelque chose d'essentiel. C'est pas se mentir à soi-même. Je me suis déjà trop menti à moi-même pendant toutes ces années, donc stop, stop. Rester authentique, c'est vraiment pour moi une priorité. Et à partir du moment où je suis authentique, déjà, bah, je me reconnais dans le miroir et cette authenticité, je la reconnais vraiment dans le miroir. Et je trouve pas de déphasage avant dans le miroir. Je comprenais pas qui était la personne en face de moi. Il y avait un vrai déphasage entre ce que je voyais et ce que je ressentais et ce que je devais faire. Et c'est finalement très dur à vivre au quotidien et ça permet pas de développer l'estime de soi. À partir du moment où on s'autorise à être qui on se ressent et qu'on le voit dans son comportement, qu'on le voit dans le miroir, ben, voilà, il y a aussi le côté expression de genre, qu'on voit dans le miroir, ça change tout. Et là, l'estime de soi, elle s'installe et de manière pérenne et elle agit quasiment comme un bouclier par rapport à tout ce qui peut se passer. Bon après, je suis comme tout le monde, il y a des jours que ça va mieux, j'encaisse mieux que d'autres où ça touche plus, les attaques touchent plus. Mais globalement, c'est quand même un vrai bonheur, euh, voilà, de se dire bah je suis moi, je peux pas plaire à tout le monde, donc c'est pas la peine que j'essaye de plaire à tout le monde. Donc je 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 m'aligne avec qui je suis, j'agis comme je pense qu'il est bien d'agir, et puis voilà. Donc j'ai déjà l'estime de moi, et si les autres m'estiment, bah tant mieux. S'ils m'estiment pas, bah, c'est que je suis pas dans leur référentiel, et ben tant pis. Voilà. De toute façon, je vais m'entourer que de personnes qui finalement ont une estime de moi, m'apprécient, apprécient ce que je fais, apprécient mes valeurs. Et pour les autres, bah tant pis, tant qu'ils m'agressent pas,
qui vivent leur vie à côté. Voilà, on peut pas plaire à tout le monde. C'est vraiment important d'avoir ça en tête et donc ne pas faire des actions et perdre son énergie pour plaire à ceux qui de toute façon voilà ne comprendront jamais qui on est, ne voudront pas faire l'effort, voire ont un dogme là-dessus en disant non, de toute façon toi tu n'existes pas, je veux pas que tu existes, donc je vais tout faire pour te faire changer d'avis, toute la pression sociale que je peux mettre, je la mets, voilà. Donc c'est des personnes à fuir. Et c'est clairement quand j'accompagne des gens, je leur dis oui, tu vas sûrement perdre des gens. C'est fait partie des choses qui peuvent être associées à une transition. Mais si tu les perds, c'est plutôt bien parce qu'en fait, tu pensais que c'était des amis. S'ils se comportent comme ça, c'est que ce sont pas des amis. Voilà. Si tu n'acceptes pas tel que tu es, finalement, mais qu'ils acceptaient une image de qui tu étais ou un comportement qu'on te forçait à avoir, c'est pas des amis. Euh, c'est un comportement qui est comment dire toxique. Ouais, chercher le mot. Un comportement toxique. Donc éloigne-toi des personnes toxiques. Voilà. Même si ça peut faire mal, parce que quand on a effectivement accordé sa confiance pendant des années à quelqu'un, s'apercevoir qu'on s'est entre guillemets trompé, ça fait mal. Oui, d'un côté, c'est vrai que c'est toujours dans des moments difficiles qu'on voit vraiment les personnes, qui comptent pour nous, qui sont importantes dans nos vies et ça fait une sorte de tri, une sélection naturelle qui, en effet, est pas forcément évidente parce qu'on avait, projeté des choses sur cette amitié ou que sais-je, cette relation. On pensait que, voilà, elle serait indestructible et c'est sûr que, ouais, je pense que c'est un peu la déception de se dire: «Ah bah non, en fait, elle est pas comme, j'imaginais. Je pensais qu'on partageait les mêmes valeurs et tout, mais en fait, pas du tout». Donc ouais, je pense que ça fait mal, en effet. Et ça, ce que j'ai évoqué vis-à-vis des amis, malheureusement, ça arrive aussi au sein des familles, parce que même au sein des familles, il y a beaucoup de projections aussi. Enfin, entre autres, les parents, ils projettent sur leur enfant un avenir qui est très genré en général, très très genré. Donc, si c'est une fille, ils projettent un avenir, voilà, la princesse, ou je ne sais trop quoi. Et puis, si c'est un garçon, ils projettent tout un tas de choses aussi et s'apercevoir finalement que leur enfant n'est pas la projection qu'ils avaient en tête, ça peut être aussi dramatique pour eux. Euh, mais en même temps, c'est pas sain. Alors ceux qui s'en aperçoivent et ils se disent ah ok j'avais fait une projection et c'est pas bien et en fait bah réalise-toi, fais ton bonheur, voilà et peu importe ce que je pensais être ton bonheur dans le futur, ce qui compte c'est toi comment tu conçois ta vie, comment tu vas être heureux ou heureuse et peu importe voilà donc j'abandonne aussi toutes ces projections que j'ai pu faire sur toi. Oui, c'est clairement du lâcher prise, sur les choses qu'on peut pas contrôler parce qu'on peut contrôler soi-même, ses sentiments, ses émotions et cetera. Par contre, on peut pas contrôler les autres. Il y a plein de trucs qu'on peut pas contrôler, quoi. Bah, sur un autre registre, dans ces projections-là, il y a beaucoup de personnes qui font des études de médecine ou de notaire ou d'avocat parce que leur papa ou leur maman sont dans ces métiers-là et qu'il faut absolument qu'ils continuent dans la même lignée et qui sont absolument pas faits pour ça. Et pour certains, ils s'en aperçoivent entre guillemets jamais ou ils assument pas toute leur vie, ils assument pas, ils continuent à faire un métier qui leur plaît pas pour faire plaisir à leurs parents, même quand leurs parents sont morts. Donc voilà, c'est hyper dangereux les projections qu'on peut faire sur nos enfants. En effet et du coup, toi, tu parlais que tu as accompagné, les personnes, trans dans leur transition et du coup, comment ça se passe? Est-ce que du coup, tu es aussi en contact avec, la famille pour justement leur éviter de faire des projections, sur ce genre de choses? Enfin, comment ça se passe un accompagnement, D'abord, l'accompagnement, il faut partir des besoins de la personne, tout le temps. Et donc là aussi, il faut pas qu'on fasse, quand on accompagne quelqu'un, des projections par rapport à son propre parcours. Chaque parcours étant différent et chacune a ses propres besoins. Donc le socle, c'est de quoi tu as besoin. Est-ce que tu as besoin d'éclairage sur tel ou tel aspect des transitions? Est-ce que tu as besoin d'éclairage sur comment j'accompagne aussi mes proches? Est-ce que tu as besoin d'éclairage ou de support? Euh, voilà. Donc tout est fait, je veux dire, point par point avec la personne. Il n'y a aucun truc à dérouler de manière automatique et c'est clairement du sur-mesure à chaque fois.
Et de même que quand je dis attention, si quelqu'un te dit il faut que tu fasses ça, il faut que tu fasses ça, il faut que tu fasses ça, je leur dis fuyez. En aucun cas, une personne qui accompagne doit dire il faut que tu fasses. Non, il doit dire si tu fais ça, tu auras tel avantage et tel inconvénient potentiel. Mais es-tu capable d'assumer les avantages? En général, oui. Les inconvénients, c'est pas évident. Pas évident. Euh, des effets secondaires au-delà des inconvénients qui sont à prendre en compte aussi. Il faut pas les masquer. Donc, faut pas embellir non plus les situations de chaque décision amenée par chaque décision. Mais il faut vraiment éclairer. C'est pour ça que même sur le côté médecine, hein, je trouve que les termes de parler de consentement éclairé, c'est vraiment la chose à faire. C'est pas aux soignants de choisir ce qu'il faut faire et qui sera bien pour toi. C'est à eux d'expliquer les options et à toi de prendre la décision. Et bon, parfois c'est en conflit avec le serment d'Hippocrate, hein, parce que si la personne décide, par exemple, de mourir parce que voilà, c'est son choix. Elle veut pas se battre, faire des traitements hyper lourds qui vont faire en sorte qu'elle a une vie hyper dégradée. Bah, ça restera son choix à partir du moment où on lui a expliqué les conséquences de ses options. Donc, je referme la parenthèse de la médecine, mais c'est pour illustrer cet aspect de consentement éclairé. Et pour moi, l'accompagnement sur tous les aspects, ça va être ça. Ça va être aussi, est-ce que tu es en capacité, d'abord, est-ce que tu as envie, est-ce que tu es en capacité de faire une expression de genre qui correspond à ton ressenti? Si oui, donc en expliquant ce qui peut se passer. Si oui, comment on peut accompagner ça? Donc moi, par exemple, les personnes qui vont sortir pour la première fois en public, je peux leur dire, ben, allez, je t'embarque, on va en shopping ensemble dans les endroits où je sais que c'est safe. Dans les endroits où je sais qu'on peut reprendre la voiture rapidement et sortir, se mettre en sécurité. Et donc en donnant aussi des conditions favorables à cette première sortie en public. Euh, voilà, mais en imposant rien. C'est la personne qui va dire ok, je veux bien tenter, je veux bien essayer, ou bien dire non, non, je suis pas prête, je suis clairement pas prête et on va attendre. Donc c'est à chaque fois des choses comme ça en disant tu peux faire ci, tu peux faire ça, tu peux faire ça. Est-ce que tu te sens prête à le faire? Si oui, on va voir comment et dans quelle mesure je peux t'accompagner. Et c'est pareil sur le travail, hein, si est envisagé un coming out au travail, ok, quand, dans combien de temps tu te sens prête à le faire, euh, comment, est-ce que tu veux le faire toi-même avec tes collègues directs, est-ce que tu veux que ce soit l'entreprise qui fasse l'annonce du coming out, est-ce que, enfin voilà, qu'est-ce qui te, ou est-ce que tu veux pas en faire du tout et tu veux de toi-même arriver dans l'expression de genre qui te correspond et parce que tu le sens comme ça et tu en as tout à fait le droit. Voilà. Et donc, vraiment, c'est ça. Présenter toutes les options et faire en sorte que la personne, toujours pareil avec honnêteté, il ne s'agit pas de se mentir à soi-même, c'est très dangereux. Donc, il faut vraiment être honnête avec ses prises de décision et cette balance entre avantages et inconvénients. Euh, si on commence à se mentir, on va faire des erreurs. Donc, avec honnêteté, mais faire ses choix et voir quel accompagnement on a besoin si on estime qu'on en a besoin, ce qui n'est pas forcément une obligation non plus. Il y a des personnes qui ont déjà suffisamment maturé leur projet de transition, qui ont déjà tout analysé, qui ont tout préparé et qui ont quasiment pas d'attente. Donc c'est très variable d'une personne à une autre. OK, bah, du coup, de ce que j'entends et ce que je comprends, c'est que l'accompagnement d'une personne trans, c'est permettre à l'autre de faire ses choix en conscience, d'apprendre à se faire confiance aussi et prendre le pouvoir de sa vie, de la manière qui est plus douce, adaptée à soi, en fait. Oui, parce qu'il y a toujours des prises de risques. Clairement, même si on essaye d'anticiper un maximum ce qui peut se produire, il y a des choses qui sont imprévisibles et qu'il va falloir procéder par réajustement. Ça fait partie de la vie, donc on peut pas non plus, quand on fait la balance, être sûr à 100% que ça va se passer comme on l'avait prévu. Donc faut avoir ça en tête aussi et prévenir. Attention, c'est pas parce qu'on essaye de tout anticiper qu'on va arriver à tout anticiper. Non. Donc il y a aussi cette humilité de dire qu'on peut pas tout maîtriser. Mmh. Oui, on est juste des êtres humains, on sait pas ce qui va se passer demain, enfin tout peut basculer du jour au lendemain de toute façon, donc
On Voilà. fait ce qui est le mieux à l'instant T pour nous. Il suffit par exemple dans le milieu professionnel qu'arrive une personne dans le service qui, pour une raison ou pour une autre, va être très opposée à la transition d'une personne. Et ben, elle n'était pas dans le spectre d'origine de l'évaluation du risque. Et boum, ça fait tout capoter. Il faut tout revoir le projet. Et peut-être là où on n'avait pas prévu de sensibilisation, par exemple des salariés, bah, peut-être qu'il va falloir en imposer une pour que effectivement cette personne-là soit sensibilisée. Et si elle veut pas être sensibilisée, que au moins le collectif fasse front face à elle et qu'elle se sente isolée dans sa position extrême finalement de rejet. C'est aussi souvent l'intérêt des sensibilisations, c'est que toutes les personnes qui sont euh, humainement constituées en termes d'empathie vont vite comprendre que ça va pas les gêner eux dans leur vie, que peut-être ça les bouscule, ça c'est sûr, ça va les bousculer parce que effectivement on sort des habitudes, donc ça va les bousculer, mais que ça va pas les gêner, que la personne restera avec ses compétences, son expérience au boulot, aura la même performance, et que donc la personne qui essaye de mettre des embrouilles toutes les 5 minutes, ils vont s'opposer, faire bouclier, et donc au bout d'un moment la personne va dire bon, je suis toute seule à essayer de foutre le beans dans la transition, donc bah j'arrête, même si ça me voilà. Je vois que je suis en minorité justement, et donc je me la ferme. Je vois et du coup, de ce que j'entends dans les entreprises, c'est enfin, pour accompagner une personne en transition, bah, le mieux, c'est commencer par la sensibilisation par exemple, dans le cadre de formation ou que sais-je? Ou est-ce qu'il y a d'autres étapes qui peuvent être bien, pour que les entreprises prennent, bah, le pouvoir de ces sujets aussi, quoi? Alors, en règle générale, moi, ce que je préconise dans une entreprise quand on a connaissance d'une transition annoncée, Mmh. c'est de mettre en place un groupe pluridisciplinaire dans lequel il y a manager, RH, médecin du travail, assistant social éventuellement aussi, euh, parce qu'on n'en a pas parlé, mais il peut y avoir des impacts aussi financiers d'une transition, hein. Quand on est en couple avec quelqu'un et que dans le couple, la personne désapprouve la transition et finalement se sépare, si en plus elle garde la maison, la voiture et je ne sais trop quoi encore, la personne qui fait cette transition va se retrouver à la rue, techniquement parlant, sans moyens pour compenser ses pertes de qualité de vie, si on peut dire ça comme ça, et donc va se retrouver en situation où elle aura besoin des assistants sociaux pour avoir une vie un peu digne quand même. Donc ça peut paraître bizarre au début hein, d'avoir ce sujet-là. Les médecins du travail aussi, parce que la santé mentale peut être impactée. Et donc, si elle est impactée, elle peut avoir un effet sur la capacité à travailler correctement sans avoir dans la tête toutes les 2 minutes, je me suis fait agresser, j'ai eu machin, et puis j'ai tout à gérer sur ma transition parce qu'il y a le travail, mais il y a tout ailleurs, partout ailleurs. Donc, c'est une charge mentale importante. Donc, la médecine du travail doit aussi avoir une vigilance par rapport à ce qui se passe en termes de santé mentale pour la personne, faire des préconisations, éventuellement accompagner, si la personne le souhaite, sur certains aspects liés à des opérations, si des opérations sont envisagées, par exemple, avec des arrêts, avec des retours à temps partiel, avec voilà, il y a tout un facteur aussi sur cet aspect-là qui est de l'ordre de la médecine du travail. Euh, voilà, donc éventuellement des responsables de diversité s'il y en a dans la structure. Bon, c'est surtout dans les grosses entreprises qu'il existe ce genre de personnes. Et puis dans les très petites entreprises, bah, il y a pas peut-être de RH, il y a juste un directeur éventuellement. Donc bon, faut adapter après au contexte de travail de la personne. Et l'idée, c'est effectivement toujours pareil, de partir des attentes de la personne, à la fois pour la planification et pour les actions à mettre en œuvre. Et puis effectivement, de décider si on va faire une sensibilisation, si elle est demandée, sous quelle forme on la fait, avec qui on invite pour sensibiliser. Voilà. Donc il y a et la sensibilisation, encore une fois, n'est à faire que si la personne qui fait la transition la demande. Si elle estime que elle le sent pas, on va pas la faire. Euh, donc ça, c'est important. Et moi, je la préconise souvent, hein, toujours dans le consentement éclairé, en disant, c'est toi qui verras. Mais si tu débarques un jour comme ça en disant, coucou, c'est moi, à partir d'aujourd'hui, c'est monsieur, par exemple, d'une personne assignée fille à la naissance, c'est monsieur et mon prénom, c'est Jean-Marc, je dis n'importe quoi.
euh, tu risques d'avoir des réactions pas très faciles des autres. Si tu es en capacité de gérer, no problème. Si tu penses que tu vas avoir des difficultés à expliquer ça et à assumer toi-même en fait d'expliquer ça aux autres, peut-être qu'il faut envisager une sensibilisation, ce qui fait que toutes les personnes sauront à l'avance ce qu'est la transidentité, ce que ça implique sur des changements, voilà ce que j'ai évoqué au tout début, hein, autant vestimentaire que comportemental et autres, prénoms, pronoms, etc., etc. Encore une fois, voilà. Es-tu en capacité de gérer? Si tu n'es pas en capacité de gérer, t'as pas à le gérer d'office, quoi. Tu peux faire en sorte que d'autres portent ce poids d'expliquer aux autres et de leur faire comprendre tout ce qui va changer. Voilà. Et, donc souvent c'est le cas quand même hein, de faire une sensibilisation, mais c'est absolument pas une obligation. Absolument pas. Moi j'ai aussi une personne quand j'animais des groupes de parole qui était assignée garçon à la naissance, qui est arrivée dans le groupe de parole hyper féminine, magnifique, magnifique jeune femme, une trentaine d'années, et qui nous a expliqué que en fait dans sa PME, j'étais une trentaine de personnes, plutôt des jeunes, pareil dans la trentaine. Un jour, elle arrivait en format garçon, le lendemain, elle arrivait en format fille. Et ça posait aucun souci. Elle était à l'aise, elle a été à l'aise pour expliquer à ses collègues que bah oui, selon son humeur, c'était un format masculin ou un format féminin, et ça passait très bien. Donc sans avoir et en plus là on était vraiment sur le côté non binaire du coup avec la fluidité de genre, donc le cas le plus compliqué à gérer pour la plupart des gens en fait, hein, dire mais choisis quoi, t'es un garçon ou t'es une fille quoi, tu peux pas être un coup un garçon, un coup une fille, c'est pas possible en fait, faut faire un choix. Comme on le dit des personnes qui sont bi ou qui sont pansexuels quoi, on dit mais non, fais ton choix quoi, ben non, pourquoi je serais obligé de faire un choix si pour moi les deux fonctionnent. Donc voilà, c'est il y a vraiment des gens qui sont en capacité de gérer, d'assumer, et puis ça dépend aussi de leur environnement. Voilà, si c'est un environnement qui est favorable, bah oui, pourquoi imposer une sensibilisation si ça n'est pas la peine, si tu es capable de gérer. Mmh. Ouais, c'est très clair, tout ce que tu nous as dit et franchement, de ce que je retiens, il faut être à l'écoute de soi, de ses besoins, de son environnement, de comment il est possible de co-construire des choses et tout et alors Mm. c'est vrai que c'est un sujet, on pourrait en parler pendant des heures, mais là, c'est déjà, Yes, la fin de l'épisode et il nous reste, bah, les questions de la conclusion. Comme ça, on reste encore un petit peu ensemble avant de se quitter. j'avais dit je suis bavarde. Ça me va très bien, c'est bien. J'aime ça. Du coup, quel serait ton mot de la fin par rapport à tout ce qu'on s'est dit? Ah ben, je crois que je vais faire hyper simple sur le mot de la fin, c'est-à-dire que le message que je pourrais faire passer aux auditoristes, c'est ben, soyez vraiment des acteurs du respect des différences, puisque finalement ces différences font la richesse de l'humanité. Et ce que je dis souvent aussi dans les entreprises, c'est mais plus vous accueillez des personnes de diverses voilà origines, de diverses valides, non valides, de diverses orientations sexuelles, de personnes trans. En fait, plus vous allez enrichir votre entreprise avec ces perceptions spécifiques de la vie, de leur vécu, et aussi, ça a l'air de rien, mais quand même, dans les offres, les produits et services, sur les processus d'accueil, si on n'a que des personnes hétéro-cisgenres, par exemple, comment on produit des offres pour les personnes gays, lesbiennes, trans, comment on adapte les processus d'accueil des personnes, hein, par exemple l'accueil téléphonique, un homme se présente, il parle de son offre, et puis tout d'un coup on enchaîne, c'est et pour votre femme, est-ce que vous n'avez pas besoin d'un téléphone, machin, d'où tu présumes que cette personne est forcément en couple avec une femme. Peut-être dans tes process, faudrait-il dire, et pour votre voilà votre partenaire de vie, rester neutre en fait, ne pas présumer. Voilà. Donc cette richesse-là de regard en fait sur ce qu'on offre en produits et services et dans les process, elle est importante. Elle est importante aussi pour les personnes valides, les personnes pour tenir compte aussi des personnes racisées. Si on met que dans les publicités des personnes qui sont voilà d'origine européenne,
on passe à côté d'une partie des clients quand même. Mmh. Et comment les personnes racisées vont se reconnaître dans la publicité qui est faite, enfin, etc., etc. Donc, vraiment, les différences, ça fait la richesse de l'humanité et ça fait aussi finalement la capacité et la performance des entreprises aussi. Donc, ça n'est que du bénéfice. Et en plus, reconnaître la diversité, ça veut dire aussi valoriser cette diversité. Et on sera plus impliqué. Moi, j'avoue que le fait que ma transition était bien gérée par mon entreprise, j'avais une sorte de reconnaissance du fait eux m'ont reconnu. Et Mmh. donc mon implication était aussi encore plus forte. Voilà. Donc c'est un peu long comme conclusion. Finalement, j'ai dit que je faisais statique. T'inquiète, mais du coup, je suis tellement d'accord avec toi parce qu'en fait, nous, en tant qu'êtres humains, on se concentre trop sur ce qui nous sépare et pas sur ce qui nous rapproche, alors qu'on a mille et une façons de se rapprocher de quelqu'un d'autre. Enfin, c'est pas parce que on n'est pas du même genre, du même sexe ou de la même religion. Enfin, il y a plein de choses, mais en fait, on peut avoir des points communs sur une multitude de plein de choses. Et ça, on a tendance à l'oublier. En fait, on voit vraiment que le négatif et pas suffisamment de positif. Donc, je suis tellement d'accord Et, avec toi. et ce qui nous sépare fait l'intérêt aussi de l'humanité, parce que si on était tous des clones, toutes des clones, que ce serait triste. Oui, c'est clair. Donc on a tout intérêt à cultiver et à observer ces différences et à les révérer presque quelque part, en fait, dire finalement c'est la beauté de l'espèce humaine d'avoir toutes ces différences. Tellement d'accord avec toi. Et ça vaut pour les personnes intersexuées aussi, bien entendu, hein, qu'on oublie tout le temps, qu'on invisibilise au maximum et qu'on martyrise dès l'enfance. Voilà. Non, mais je suis d'accord. Et tu parlais aussi de que c'était important de mettre en avant des rôles modèles pour qu'on puisse se reconnaître et te dire bah tiens je suis pas seule, tiens on partage des expériences similaires. Et bah du coup toi qui sont tes rôles modèles? Ah ah, j'ai une rôle modèle emblématique, c'est Bambi, Marie-Pierre Prévost, qu'on a vu réapparaître dans un certain nombre d'émissions et je trouve elle incarne la transidentité binaire, mais voilà, c'est comme moi d'ailleurs. Mais je trouve formidable aussi de pouvoir expliquer aux jeunes générations que oui, il y a des personnes qui sont un peu plus âgées et qui sont des personnes magnifiques, qui ont réussi leur vie, enfin, été prof de français après sa période cabaret. Elle a été prof de français et avec une vie tout à fait normale parmi tout le monde. Et c'est une magnifique femme, je trouve. Donc, ouais, c'est un beau rôle modèle pour moi. Et ça permet aussi, voilà, de montrer dans toutes les générations que oui, et les personnes trans, c'est pas que des personnes jeunes, il y a des personnes de tous âges, de toutes conditions, de tout type de profession, etc., etc. Mmh. En effet, bah, je suis trop contente que tu puisses l'avoir comme rôle modèle. En effet, elle a l'air d'avoir fait beaucoup de bien. Et du coup, dans la suite de mes questions, il y a quelles ressources tu recommanderais aux personnes qui nous écoutent? Moi, il y a une ressource que je recommande tout le temps, c'est Wikitrans, Mmh. voilà, qui est un site dans lequel on trouve plein d'informations sur la transidentité. Après, en termes de personnes, j'adore vraiment Aggressively Trans sur Insta de Lexi, qui en plus est une autrice. Elle a écrit un livre qui s'appelle Une histoire de genre, hein, au-delà des sujets qu'elle pose sur Insta, qui est un bon bouquin qui est sorti chez Marabout, oui c'est ça. Et puis une autre personne aussi emblématique pour moi sur les réseaux sociaux, c'est Morgan Noam. Euh, voilà, donc un homme trans cette fois-ci, et qui lui aussi a écrit un livre que j'ai trouvé énorme. Ceci n'est pas un livre sur le genre chez Hachette Pratique. Euh, Ça fait déjà pas mal comme ressource. Déjà, si les personnes lisent ces deux documents, ils vont se balader sur Wikitrans, ils vont trouver beaucoup de choses. Et le livre de Morgan Noam est vraiment énorme parce que je trouve qu'il met vraiment en évidence cette domination du genre masculin sur les genres et puis tout un tas d'autres aspects. Enfin, je vais pas dévoiler tout ce qu'il y a dedans, mais c'est tous les chapitres, on est là, ouah, ouais. Ouais. Et finalement, l'aspect identité de genre, c'est une petite partie du livre
plutôt vers la fin du livre, mais tout le début plante bien le décor en fait de ce qui se passe autour d'identité de genre. Et pour moi, c'est un peu une bible aussi ce livre. Bah, c'est marrant, c'est aussi une bible pour plusieurs de mes invités de Matrimoine Féministe. Il y en a plusieurs qui m'ont proposé comme ressource ce livre, justement. Je ne l'ai toujours pas lu, il faudrait que je le lise en effet, parce que j'en entends beaucoup parler. C'est un beau pavé, donc il faut prendre son temps, mais franchement, il est. Et puis je pense qu'après on va se dire, faut que je relise des trucs là, parce que je n'ai pas tout intégré encore. Mais non, c'est vraiment chouette. Et bah, j'apprécie déjà beaucoup tout ce qu'il fait sur Insta. Vraiment, ces sujets sur Insta, c'est hyper pertinent, tout comme Lexi. Enfin, vraiment, c'est deux personnes que je suis avec très grand plaisir sur Insta. C'est d'une richesse ce qu'ils proposent dans leur sujet. C'est creusé, c'est étayé, c'est posé. C'est pas polémique du tout. Enfin, j'aimerais moi être tout le temps dans cette posture quand j'arrive à discuter avec les gens et à pas s'énerver. Et voilà. Donc, ce sont vraiment là encore finalement deux rôles modèles pour moi quelque part. Pas de ma génération, c'est bien plus jeune, mais clairement des rôles modèles, y compris en termes de posture, sur leur savoir, mais aussi sur leur posture, Bah, leur savoir-être. Ouais. tu les vends très bien. Ouais. Du coup, il me reste 2 dernières questions. C'est que signifie le terme féminisme pour toi et qui aimerais-tu voir au micro de Matrimoine Féministe? Alors, le terme féminisme. Alors pour moi, déjà, c'est œuvrer pour la fin de la domination par les hommes, et donc pour une humanité qui ne se conjugue pas au masculin, mais au yel. Donc mettre fin aux privilèges de genre. Donc c'est un combat qui va durer des années, si on arrive au bout, parce qu'il y a quand même beaucoup de résistance, de plus en plus avec les masculinistes. Voilà. Et puis au-delà, on l'a déjà évoqué, mais c'est considérer l'humanité comme un tout pluriel et riche de ses diversités, où la Terre est un bien que nous devons préserver et partager sans spoiler ses richesses, ou les richesses des autres aussi, ni les cultures de la diversité des humanités. Mais c'est aussi, j'y tiens, l'arrêt des guerres déclenchées par des personnes qui veulent s'octroyer des États, des biens, installer des dominations sur autrui. Voilà. Après, sur la question de qui j'aimerais voir au micro de Matrimoine Féministe, j'ai un petit coup de cœur. C'est Sophie Delannoy, qui est la première navigatrice au long cours trans. Voilà, et je pense qu'elle aurait aussi beaucoup de choses à dire à ton micro. Et elle navigue sur Moana Haiti. Voilà, son petit bateau. Et puis, bah pourquoi pas Lexi aussi, par exemple, dans les personnes que j'ai citées précédemment, si c'est pas déjà fait. Je sais pas si tu l'as pas déjà vu. Ça fait partie des personnes que je verrais bien venir s'exprimer à ton micro. Bah, en tout cas, bah, je suis tellement en phase avec ta définition et pour, bah, les invités que tu me proposes, non, je les ai pas encore, dans ma petite liste, mais ça ne saurait tarder en effet. Ce seraient des personnes très intéressantes, à avoir à mon micro, pour, bah, continuer de sensibiliser et bah, répandre des graines d'éveil féministe, comme j'aime bien le dire. Merci en tout cas Claire, pour ton temps et merci aux personnes qui nous ont écoutés jusqu'au bout. Bah, merci à toi et merci à tous toutes et au plaisir de nous retrouver sur d'autres aventures. C'est ça, à la prochaine. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Merci d'avoir écouté cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à parcourir la retranscription de l'épisode sur mon site internet www.matrimoine-féministe.com et me laisser votre avis en commentaire. Cela me ferait vraiment plaisir de vous lire et de vous répondre. À très vite!